Mesdames et messieurs, merci d'être venus au Centre Tchèque, bienvenue chez nous. Et je suis extrêmement content aujourd'hui, ce soir, de vous présenter la première des 2 soirées autour des activités de l'UNESCO. Et j'ai le plaisir de saluer celui qui va être le maître de la cérémonie de ce soir, David Fajol, qui est le secrétaire général de la Commission nationale française à l'UNESCO et qui va vous présenter nos 2 invités très précieux. Je voudrais aussi vous dire que cette soirée a été organisée en coopération entre la Commission nationale française et la Commission nationale tchèque dans le cadre des soirées que nous appelons le Cénacle européen du Centre tchèque. Et en même temps, dans une autre série de présentations qui s'appelle les Regards croisés, c'est ça? Culture croisée. Pardon, culture croisée, excusez-moi. Voilà, donc je passe la parole à David Fajol, et après la présentation des 2 spécialistes et de David Fajol, le débat sera ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Bonsoir à tous. Merci au Centre Tchèque aussi pour cette nouvelle opportunité. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce type de débat ici. Justement, on a eu l'occasion d'en faire d'autres sur des questions plus diversité culturelle. On a fait un dernièrement, par exemple, sur l'impact du numérique sur le livre et l'avenir du livre. Toujours dans le double contexte Cénacle européen de Centre Tchèque et Culture croisée, qui est un cycle de débats comparatistes européens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye de mettre en perspective des enjeux qui nous sont tous communs sur les questions de politique culturelle, et c'est un partenariat avec le Forum des instituts culturels étrangers à Paris, puisqu'on a la chance à Paris d'avoir une très forte concentration de représentation culturelle internationale. Voilà. J'en profite aussi pour dire que ce débat, le débat de ce soir sur les questions de patrimoine documentaire, est le premier de 2 débats. On a un autre débat prévu le 22 mars, si je me suis libre, sur le même créneau horaire, qui portera sur un autre volet des grands programmes de l'UNESCO sur le patrimoine mondial et le patrimoine immatériel. Dans la même configuration, on le fera aussi avec les grands responsables de ces programmes du côté tchèque et du côté français. Voilà. Pour revenir très rapidement au sujet de ce soir, et ensuite je vais me taire très vite, le programme Mémoire du Monde n'est peut-être pas le plus connu des programmes, quand je dis programme, j'inclus également les conventions du secteur culture de l'UNESCO. L'UNESCO est plus connu peut-être par le label, c'est pas un label d'ailleurs, la Convention sur le patrimoine mondial de 1972, qui est une sorte de drapeau pour lequel l'UNESCO est particulièrement reconnu. On pourrait parler également de la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Il existe aussi une autre convention moins connue, très importante sur le patrimoine subaquatique de 2001. Et puis il y a Mémoire du Monde, qui est un programme qui a été créé, si je ne me trompe, en 1992. Ce décalage de visibilité, c'est une considération très générale que je fais. Je vois la responsable du programme en face de moi qui a un regard inquiet sur quand je dis que son programme est moins visible que les autres, mais peut-être c'est une bonne chose d'ailleurs en un sens. C'est assez paradoxal en un sens, parce que sur les questions quand on refait un peu l'histoire en droit international de la protection du patrimoine culturel, la question des archives et des bibliothèques fait partie justement de la première catégorie de biens qui a été protégés au titre du droit international dans les traités de Westphalie. Ça remonte à 1640. On commence à se poser des questions sur la préservation des archives et des bibliothèques. Alors sous un autre angle, c'est pas un angle culturel à l'époque, c'était surtout des outils de souveraineté nationale, mais c'était un des premiers jalons dans l'histoire du droit de la protection de ce qu'on appellerait aujourd'hui bien culturel. Voilà. Pour parler du programme Mémoire du Monde, qui est donc le programme de protection du patrimoine documentaire de l'UNESCO, on a donc la chance aujourd'hui d'avoir
M. Adolphe Knoll et M. Gérald Grimbert, que je vais présenter brièvement, parce qu'ils sont tous évidemment très multifonctions, ils ont de nombreuses casquettes différentes et ont exercé de très importantes responsabilités. Alors Gérald Grimbert, vous êtes professeur associé à l'Université de Saint-Goor, vous avez été également directeur de la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou. Vous avez également dirigé les relations internationales de la Bibliothèque nationale, et puis vous êtes le président du Comité national français pour le programme Mémoire du Monde. Monsieur Knoll, vous avez exercé plusieurs fonctions de direction à la Bibliothèque nationale de la République tchèque, dont vous avez été directeur adjoint, et vous êtes aujourd'hui responsable, vous aussi, des relations internationales, de la science et de la recherche. Vous avez également été membre, et vous êtes de nouveau membre, je crois que c'est la deuxième fois, du comité international des experts du programme Mémoire du Monde. Et vous êtes par ailleurs le coordinateur national d'un programme de soutien à la digitalisation des manuscrits. Je crois que c'est important parce qu'une des dimensions structurantes du programme Mémoire du Monde repose justement sur ces questions d'obsolescence des supports et de programme de digitalisation. Voilà. Alors peut-être juste pour lancer très rapidement le débat, justement par rapport à 92 quand ce programme a été créé, entre-temps c'est structuré ou a avancé, si on peut dire, pas le spectre, mais une sorte d'idéal régulateur d'une numérisation tous azimuts des biens archivistiques. Je ne sais pas si c'est le terme qui correspond, mais en tout cas il y a eu un très grand espoir qui s'est développé dans les années 90 sur la possibilité de digitaliser, de numériser pour garantir une préservation sur des supports supposés plus pérennes. Alors 92 justement de ce point de vue-là c'est un peu loin, on pourrait dire entre-temps que pour parler de reproductibilité technique justement des biens culturels, on est à un stade où cette reproductibilité est beaucoup plus garantie qu'il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années. Alors quel est le sens justement d'un programme comme Mémoire du Monde par rapport à ces avancées techniques? Autrement dit, est-ce que Mémoire du Monde c'est un programme qui joue peut-être un petit peu sur le fétichisme des archivistes, et où est-ce que ça va? Autrement dit, à quoi ça sert en fait? À quoi sert le programme Mémoire du Monde? Peut-être Gérald Grimbert? Si on veut parler de la reproductibilité des documents, je voudrais dire que ce n'est pas un problème nouveau, c'est un problème bien ancien, parce qu'on doit parler de deux choses. On doit parler de la reproductibilité elle-même et de la compréhension de l'information, parce qu'on peut bien reproduire le document sans le comprendre. Et si vous avez, par exemple, les inscriptions antiques, les inscriptions étrusques, vous pouvez les reproduire très bien, mais vous ne les comprenez pas. Et cela est très bien valable pour notre temps actuel, parce que la reproductibilité, cela tient premièrement, il y a deux choses. Si on a préservé les documents, on peut les reproduire sans les comprendre. Deuxièmement, on a le problème de la reproductibilité avec les documents analogues, les enregistrements sonores, les enregistrements audiovisuels qui sont en danger, et avec les documents numériques. Mais le premier problème est la numérisation, parce que par la numérisation, vous sélectionnez vraiment quelque chose de la réalité. C'est-à-dire, quand vous numérisez les objets de la réalité, vous faites une sorte de compression de la réalité. C'est-à-dire, sans le savoir, vous ne numérisez tout, vous sélectionnez quelque chose, cela en fonction de vos outils de numérisation. C'est-à-dire, il y a un produit secondaire qui peut-être n'est pas parfait, 100%, et la question de la compréhension, c'est
plutôt la question de la création d'une illusion, que vous comprenez, parce que toute cette technique engage votre mémoire pour comprendre l'information. Bien sûr, il y a le problème du temps, parce que la technologie devient obsolète, mais ce n'est pas le problème maintenant du support, c'est le problème de la gestion de l'information. Si vous actualisez bien votre travail, vous pouvez bien préserver l'information numérisée ou l'information analogue. L'exemple de l'inscription étrusque est un bon exemple pour faire voir que les métadonnées, la connaissance autour de la culture étrusque, autour de la langue étrusque, n'a pas été préservée. Si vous ne préservez pas l'information sur l'information qui a été numérisée, vous êtes dans le même danger. Mais la vitesse avec laquelle cela se passe est plus rapide. Et c'est le danger pour nous. Mais la solution, c'est la gestion de l'information par le support. Moi, j'ai envie de répondre à une question provocatrice, par une réponse qui ne le sera pas moins. Les archivistes sont certainement fétichistes, les bibliothécaires aussi, et alors? J'aurais tendance à dire, heureusement qu'ils l'ont été parfois, heureusement qu'ils le sont encore, parfois. Le programme Mémoire du Monde a été créé en 92, dans une époque, vous vous en souvenez, où on a pris conscience de la fragilité d'un certain nombre de supports, le papier journal du 19e siècle qui s'autodétruit, tous les premiers films qui s'autodétruisent également, les bobines acétates, etc. Et puis, il y a eu un drame absolu en Europe qui a été la destruction de la Bibliothèque nationale de Sarajevo. Bon. Ce programme est né à ce moment-là pour faire face à une urgence quand elle est manifeste et qu'il faut sauver un pan du patrimoine documentaire de notre mémoire qui est menacé par un danger imminent. Malheureusement, nous en sommes toujours là, reproductibilité ou pas. D'abord parce qu'il n'y a qu'une infime partie du patrimoine documentaire qui est numérisé aujourd'hui. L'essentiel ne l'est pas encore. Ensuite, parce que dans certaines situations d'urgence, on ne va pas se poser d'abord la question de la reproductibilité, on va se poser d'abord la question de sauver les documents, quel que soit leur support. Heureusement que la plus grande partie des manuscrits de Tombouctou a pu être emportés par des moyens tout à fait remarquables. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont pu être évacués vers Bamako avant l'arrivée des terroristes. Heureusement que la plus grande partie des manuscrits syriaques qui étaient à Mossoul ont pu être évacués vers Erbil, c'est-à-dire des manuscrits absolument capitaux pour l'histoire de la chrétienté au Moyen-Orient, ont pu être évacués vers Erbil avant l'arrivée des terroristes. Et bon, maintenant, il faut se poser la question, évidemment, de leur protection, de leur numérisation, de leur reproduction. Mais l'urgence, c'est sauver les documents tels qu'ils sont. Et puis, il y a une autre chose. On ne peut pas faire l'économie des originaux, parce que c'est pas moi qui le dis, il y a eu de nombreuses recherches sur la question, de nombreuses études. Le texte que vous lisez à l'écran, il est très bien, c'est le texte de l'écrivain, et en même temps, vous ne lisez pas tout à fait le même texte que quand vous le lisez
dans la collection blanche de Gallimard ou en 10-18. Les effets de forme des sens, les effets de sens des formes dont parle Mackenzie, ça vaut pour les originaux. Si vous allez voir la tapisserie de Bayeux, qui est à Bayeux, en Normandie, vous savez, cette immense bande dessinée qui fait 70 mètres de long et qui raconte toute l'histoire de Guillaume le Conquérant, vous pouvez en voir des photos. Quand vous verrez le document lui-même, sur son support original, vous aurez une autre perception, et puis vous aurez aussi une perception d'ailleurs du support lui-même, qu'aucune reproduction ne peut donner. Voilà, donc fétichisme, oui peut-être, mais fétichisme utile parfois. Alors, justement, peut-être pour illustrer, pour qu'on voit de quoi il s'agit, là on a parlé des manuscrits Tombouctou, on a parlé des manuscrits syriaques de Mossoul et la tapisserie de Bayeux. Peut-être, juste très rapidement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de biens qui, en France et en République tchèque, ont été inscrits au registre international Mémoire du Monde? J'ai encore des remarques quant au fétichisme, parce que je suis avec le programme dès le commencement. Quand on commençait, on parlait des bibliothèques et des archives. Les bibliothécaires disaient, eh bien, nous pouvons sélectionner les trésors, et les archivistes disaient, non. Tout ce qu'il y a dans les archives, tout c'est la mémoire du monde. C'était le premier problème. Et le deuxième problème, ou la deuxième chose très intéressante était qu'au commencement du programme, on a commencé à parler très rapidement de la numérisation. Et comme sur un fétiche. Mais on disait, eh bien, on peut numériser les enregistrements sonores, c'est la préservation, mais tous les autres documents, ce n'est pas possible. Puis on voyait que la technologie n'était pas développée. Mais si vous pensez maintenant, la numérisation est retournée chez nous. Et maintenant, on numérise les films, au commencement que les films, on ne peut pas numériser parce que la résolution est si haute que ce n'est pas possible. C'est-à-dire la numérisation, le fétiche est retourné chez nous. Maintenant, ce n'est pas si fortement un fétiche. Maintenant, c'est un outil qui nous aide aussi avec les documents, beaucoup de documents personnels. Quant aux inscriptions, il y a quelques inscriptions tchèques, c'est intéressant. Il y a une inscription qui concerne les manuscrits de la première et la deuxième réformation tchèque. Il y a une inscription qui est peut-être plus intéressante. Il y a plusieurs inscriptions de cette sorte dans le monde. C'est l'inscription du patrimoine documentaire qui n'est pas la création de notre culture. C'est la collection des périodiques de l'émigration russe, ukrainienne, biélorusse après la révolution d'octobre, qui s'est préservée dans notre bibliothèque slave. Bien fréquemment, il y a des inscriptions faites par un pays qui concerne les autres pays. Et cela est plus intéressant que les inscriptions nationales. Parce que c'est une sorte de découverte, c'est une sorte de liaison de la culture. Et par exemple, maintenant, l'année dernière, il y a eu des inscriptions polonaises. La première inscription était sur le patrimoine documentaire des frères tchèques, c'est-à-dire ceux qui devaient émigrer durant la guerre de 30 ans en Pologne et en Silésie. C'était la Pologne nominée
le patrimoine tchèque qui se préservait sur le territoire de Pologne. La deuxième inscription polonaise, c'était le livre de Henekov. C'était un manuscrit qui démontrait la liaison de trois cultures, allemande, tchèque et polonaise, sur un endroit, c'est dans une petite ville, pas loin de notre frontière d'aujourd'hui. Et on y démontrait comment on construisait un monde régional, comment par ce mélange de cultures, on construisait quelque chose de nouveau. Mais c'est-à-dire, je trouve cette sorte d'exception qui touche des autres cultures plus intéressantes que les inscriptions, c'est-à-dire biro-nationales. Il y a beaucoup d'exemples, les nominations jointes qui sont très importantes. Par exemple, la bulle d'or de Charles IV, nominée par Autriche et Allemagne, qui touche aussi notre histoire, et bien d'autres. C'est ça, c'était de mon point de vue, cela nous donne la chance d'enrichir notre compréhension des liaisons entre les cultures. En France, du coup, quelle est la proportion de dossiers qui sont issus de candidatures jointes par rapport à des candidatures nationales? La proportion, je ne sais pas, c'est un quart, entre un quart et un tiers. Je pense à la bibliothèque Corvina, qui est la reconstitution d'une bibliothèque extrêmement importante de la Renaissance, constituée par le roi Mathias à Budapest. Et il faut citer aussi la toute récente inscription des pantomimes d'Émile Reynaud, l'inventeur du dessin animé. C'est une inscription conjointe, puisque les documents sont en France et à Prague, à Paris et à Prague. Oui. Alors, il y a 12 ans, un énorme dossier, c'est l'international, une inscription conjointe qui rassemblait 11 pays, si je me souviens bien. C'est l'ensemble des archives des camps de concentration qui sont à Baden-Rossen, qui représentent 18 millions de fiches individuelles. Voilà, bon, il y a un certain nombre. Et par ailleurs, il y a évidemment des inscriptions qui tiennent à des documents strictement nationaux. J'en citerai deux ou trois. Il y a l'appel du 18 juin du général de Gaulle, à la fois sous sa forme écrite, manuscrite et imprimée, et l'enregistrement. Ce qui est intéressant dans cette inscription, c'est que c'est pas tant le texte, en fait, qui est inscrit, mais évidemment pour nous, Français, il est important, mais l'importance mondiale ne se situe pas là, elle se situe plutôt dans le fait que c'est un des premiers témoignages de la puissance extraordinaire qu'allait prendre ce encore nouveau médium qui est la radio. J'ai cité la tapisserie de Bayeux, je citerai également une inscription toute récente qui est la Mappa Mundi de la cathédrale d'Albi dans le sud de la France. C'est un manuscrit, c'est un parchemin du 9e siècle et c'est une des deux plus anciennes représentations du monde, en tout cas que l'on connaisse à ce jour. Il y a le corpus des films Lumière, près de 1500 films qui sont inscrits. Voilà, en tout il y a 11 biens français inscrits au registre international. J'en profite justement pour dire que par le hasard du calendrier, le président de la Commission nationale, Daniel Janico, est justement à Albi pour un événement qui a été organisé à l'occasion de l'inscription de la Mappa Mundi au chapitre de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi. Ce soir même, en ce moment, ils y sont. On est en phase de Paris et Albi là-dessus. Gérard, vous avez parlé d'importance mondiale. Alors justement, on peut peut-être revenir là-dessus. Quand on voit la liste si
si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site de l'UNESCO, une très belle page présentant l'ensemble des terres inscrits au registre Mémoire du Monde, on voit, c'est très bien illustré, on voit justement une variété, voire une assez forte hétérogénéité de biens. Ça peut prendre différentes formes. Face à cette hétérogénéité se pose du coup la question des critères de sélection, comment sélectionner ceux qui devraient ou pas relever d'une candidature. Et alors justement, vous avez parlé d'importance mondiale. Si je me trompe, dans la convention plus connue, plus sur le patrimoine mondial, la convention de 1972, il y a une notion clé qui est la valeur universelle exceptionnelle. Les sites et monuments proposés au titre, par exemple, pour la partie patrimoine culturel, patrimoine naturel, au titre de cette convention, doivent présenter, et les experts justement doivent plancher là-dessus, une valeur universelle exceptionnelle. Ce qui n'est pas sans poser problème, question. Dans le cas de Mémoire du Monde, c'est importance mondiale. Alors, comment vous définiriez, c'est quoi pour vous l'importance mondiale? Qu'est-ce qui est mondialement important? C'est une question très intéressante parce que quand nous avons fait la première nomination de notre bibliothèque, on a eu des problèmes dans la bibliothèque elle-même. Parce qu'on disait dans la bibliothèque, eh bien, nous avons les documents plus importants que ces documents que vous avez nominés. C'est-à-dire fréquemment, les points de vue des spécialistes locaux sont très bien différents, et il est parfois très difficile de les persuader que l'importance mondiale signifie quelque chose d'autre que l'importance pour la culture nationale. J'ai un bon exemple français. Lorsqu'on a nominé le plus ancien livre imprimé en caractère mouvant, Jigshi, c'est un livre coréen qui s'est préservé dans la Bibliothèque nationale de France. On a demandé un commentaire de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France a dit, eh bien, nous avons ce livre dans nos collections, mais c'est pas si important, nous avons plusieurs manuscrits, livres, qui sont plus importants que ce livre-ci. C'est-à-dire que vous avez une confrontation de culture. Nous avons aussi un autre problème, je crois que c'était il y a 15 années, quand j'étais pour la première fois dans le comité, on a nominé l'œuvre de Copernicus, l'œuvre que le soleil est le centre de notre univers ici. Tout le monde était d'accord. Ensuite, nous avons voté, il était recommandé, un membre du comité arabe a dit, eh bien, c'est pas si nouveau parce qu'il y a d'autres auteurs arabes qui avaient dit ça, qui avaient écrit ça avant Copernicus. C'est-à-dire l'importance mondiale peut être relative. Plutôt, c'est plus facile pour les grandes cultures. Si vous avez les événements, les grands auteurs, et si vous avez le patrimoine documentaire qui est resté après ça, c'est plus facile de nominer, c'est plus facile d'être enregistré. Mais il y a aussi des chances pour les cultures plus petites. Par exemple, il y a un bon exemple en Lettonie. On a nominé il y a 10 années, 15 années, une collection de chants, une collection de chants populaires, c'est-à-dire pas la notoriété du collecteur, pas la connaissance préalable, mais l'exemple qui a été donné par le collecteur, une chose de base pour d'autres, la
collection est c'est bien organisée, c'est bien faite, qu'on pourrait dire, bien, c'est un exemple à suivre, c'est un bon exemple pour démontrer la collection des chants populaires dans le monde, c'est-à-dire l'importance mondiale est une chose très relative. Comme j'ai dit, on peut avoir le problème chez soi aussi. Oui, alors le critère complet, en fait, c'est importance mondiale, unique et irremplaçable. C'est-à-dire qu'il faut aussi se demander à chaque fois quel est le caractère unique, si le document en question ou l'ensemble du document a bien un caractère unique, et puis surtout la question de irremplaçable est importante parce qu'elle permet concrètement de se demander quels seraient les effets sur la connaissance, sur la culture, sur la mémoire de la disparition du bien considéré. Et donc là, on rentre dans quelque chose de concret qui permet aussi un peu de relativiser les différences, des différentes interprétations qu'on peut avoir. Le fait qu'on évite de parler de valeurs universelles est quand même un grand soulagement. Et l'importance, à propos de l'importance mondiale, j'ai envie de vous lire ce qui constitue la loi et les prophètes, pour tous les personnes engagées dans Mémoire du Monde, c'est ce qu'on appelle en français le compagnon du registre, qui dit, pour expliciter un peu ce critère, on dit parfois que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais de temps à autre, les perdants ont également eu une voix et une influence, et au fil du temps, les registres Mémoire du Monde peuvent tenter de restaurer cet équilibre. En considérant la question de la valeur et de l'influence, évaluer quelles seraient les conséquences de la disparition du patrimoine documentaire, cette disparition appauvrirait-elle le patrimoine mondial? Quelle a été son influence sur le cours de l'histoire? Ou alors, contient-il des informations dont la disparition appauvrirait réellement la mémoire mondiale? Je pense que si on prend concrètement ces termes et qu'on les applique aux objets considérés avec cette grille, on arrive à éviter quelques pièges. Pas tous. C'est pas si facile toujours, parce qu'il y a oui et non. Entre oui et non, il y a l'espace où cela dépend de la connaissance des membres du comité consultatif. On peut voir que nos connaissances sont limitées. On peut voir que c'est quelque chose qui est plus proche de ma culture, je peux comprendre. C'est le plus loin, c'est bien difficile de le comprendre. Et c'est beaucoup très bien que le comité consultatif est bien international, tous les continents sont bien représentés. Et il y a certainement les cas, les problèmes où on doit voter, où on doit persuader l'un l'autre. Et cela tient de nos connaissances des choses concrètes. C'est bien difficile. Alors, outre les questions liées aux critères, se pose aussi la question des effets d'opportunité. Autrement dit, comment est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur la manière dont les choses se passent? Autrement dit, quand un État membre de l'UNESCO choisit de présenter une candidature, je ne sais pas si c'est le terme qui correspond au registre du monde, et présente pour le registre international un bien archivistique donné. Comment les choses se passent? Autrement dit, est-ce que, selon vous, en France et en République tchèque, l'information est suffisamment bien diffusée? Est-ce que les différentes institutions concernées ou concernables connaissent le programme, font assaut de candidature pour un premier tri, ou est-ce que c'est un peu en fonction
d'une occasion donnée ou d'un contact entre experts? Comment les choses se décident quand on veut présenter une candidature? Alors, d'abord, il faut préciser que la candidature, justement, n'est pas présentée par un État membre. Ce vocabulaire est emprunté à Patrimoine mondial ou à PCI, à Patrimoine culturel immatériel, parce qu'il s'agit de conventions auxquelles les États membres adhèrent. Et dans ce cas, effectivement, dans ces deux cas, ce sont les États membres qui portent une candidature. Dans le cas de Mémoire du Monde, c'est un programme, ça n'est pas une convention. Les États membres n'adhèrent pas à ce programme. Le Conseil consultatif est composé d'experts qui n'engagent pas leurs États, mais qui engagent eux-mêmes. Et les candidatures, d'ailleurs, il ne s'agit pas de candidature, mais de propositions d'inscription. Les propositions d'inscription peuvent être portées par une institution, une collectivité ou un particulier. Ce qui est souhaitable, bien sûr, c'est que le comité national, quand il en existe un, puisqu'il y a donc un comité national de la mémoire du monde, qui est installé auprès de la commission nationale d'un certain nombre de pays, commission nationale pour l'UNESCO, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, j'imagine, et dans d'autres pays ça fonctionne comme ça, la commission nationale française pour l'UNESCO héberge et soutient logistiquement le comité national. Ce comité national de mémoire du monde est composé lui aussi d'experts. En France, il s'agit principalement de représentants des grandes institutions patrimoniales, la Bibliothèque nationale, les archives, l'Institut national de l'audiovisuel, etc. Les représentants des administrations, et en particulier le ministère de la Culture, qui est très impliqué dans le soutien à ce programme, et le comité conseille les porteurs de candidature, il les accompagne, et si c'est le souhait des porteurs de candidature, il donne son avis au secrétariat du programme, qui en général de toute façon demandera l'avis. Voilà. Alors après, non, ce programme n'est pas bien connu, effectivement. On essaye de le faire connaître par des réunions, par des publications. Là, il y a un article qui sort dans la revue des bibliothèques de France qui va faire un peu mieux connaître ce programme. Mais l'initiative revient à qui veut la prendre. Nous, le comité national, on ne va pas chercher les gens. On ne va pas frapper à la porte des institutions. C'est soit une ville, soit une bibliothèque, soit un particulier qui vient nous voir, et qui dit voilà, j'ai ça, j'ai ce bien, il mérite d'être inscrit, comment il faut faire, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Après, pourquoi par exemple Mappa-Mundi, pourquoi Albi, et puis pas d'autres documents qui seraient tout à fait intéressants? C'est simplement parce que à Albi, il y a une volonté politique des élus locaux, du maire de la ville, du député. Il y a la compétence avec une institution de conservation qui est dirigée par une professionnelle qui a monté le dossier, qui a expliqué toutes les mesures prises, enfin, l'importance du document d'abord, et puis toutes les mesures prises pour la conservation de ce document. Et donc, le mérite revient au porteur de la proposition. Est-ce qu'en République tchèque, vous allez chercher les gens, ou est-ce que vous attendez que les porteurs de projets viennent à vous? C'est assez facile parce que nous avons participé dès le commencement. Nous avons supporté le programme par 6 projets. Le premier projet, c'est le projet tchèque, et nous avons fait au commencement 6 projets pour la mémoire du monde. Cela derrière la numérisation. On comprenait sous mémoire du monde au commencement quelque chose comme un programme de numérisation. Et ce n'était pas seulement notre cas, c'était le cas de beaucoup d'autres pays.
Mais nous avons profité de ça, on était capables de lancer des programmes nationaux de numérisation, et ça va bien. Mais il y a un autre problème. Quand les gens doivent remplir le formulaire pour dominer, ils ne sont pas capables de voir les choses de l'extérieur, c'est-à-dire d'une perspective mondiale. On accentue les choses qui ne sont pas importantes d'une manière mondiale. Et on omite les choses qui sont très importantes. C'est un problème. Et dans le processus de nomination de l'année dernière et de l'année avant-dernière, j'ai dit à quelques applicants, je vous en prie, remplissez le formulaire. Et c'était ça. J'ai dit, les choses que vous écrivez, ce sont les choses communes qui se trouvent dans les autres pays. Mais si vous avez oublié ça. Et je crois que ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Que vraiment, il y a un patrimoine documentaire qui mérite d'être inscrit, mais la nomination n'est pas bien écrite. Mais il y a le comité du registre, c'est-à-dire c'est un comité décisif parce qu'ils doivent prendre ces informations de l'applicant. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Je vois le problème au commencement. C'est toujours une chose très compliquée, c'est une chose humaine, explicable. Si vous avez vécu à l'étranger, comme moi je l'ai dit, 5 ans à l'étranger, vous pouvez vous imaginer ce qui est important. Si ce n'est pas le cas, il est très difficile. La nomination doit être pas mal, mais le patrimoine peut être très important. J'aurais une question maintenant plutôt vers non pas vers la langue, mais vers l'aval. Une fois qu'un bien documentaire, un élément de patrimoine documentaire est inscrit au registre international, qu'en font les responsables institutionnels ou les porteurs du projet? Que font-ils de cette inscription au-delà de l'effet inscription, c'est-à-dire de visibilité médiatique sur une période courte, plus ou moins longue, ça dépend. Et je pense en particulier peut-être à certains biens. Alors là, j'avais listé quelques exemples français, mais il y a plein d'autres exemples aussi. Autrement dit, les effets, disons, de luxe de pays riches. C'est-à-dire on n'est pas toujours dans l'urgence, je parle comparativement, dans la mesure où on a des institutions de conservation qui sont solides. Et donc on peut se poser la question justement de la valeur ajoutée à moyen terme d'une inscription au registre international, par exemple. Vous avez parlé tout à l'heure de la tapisserie de Bayeux. On pourrait penser également à la bibliothèque de Célestat. Justement, peut-être dans le cas de la bibliothèque de Célestat, il y a eu un effet d'opportunité, ça peut avoir un effet de levier. Comment vous évaluez ça, sans vouloir désigner de bons ou de mauvais élèves, mais j'imagine que l'impact doit être assez variable d'un bien à un autre. Oui, en ce qui concerne les grandes institutions, que ce soit en Bretagne, en Allemagne, en France, évidemment le fait qu'un bien soit inscrit en général ne va pas changer grand-chose parce que ce bien étant très important, on peut supposer qu'il est déjà conservé dans les meilleures conditions. Ça va peut-être changer quelque chose en termes de visibilité, ça va accélérer la décision pour la numérisation par exemple, puisque je rappelle que les deux objectifs essentiels, principaux du programme, c'est d'une part bien sûr la conservation, la préservation, mais aussi l'accessibilité, qui est un critère sine qua non. Si les conditions d'accessibilité ne sont pas réunies, ce n'est pas la peine de présenter une proposition.
Ça, c'est une exigence très forte, et une exigence démocratique, bien sûr, qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de l'UNESCO, en fait, d'éducation et de culture du programme. Donc, dans les grandes institutions patrimoniales, voilà, ça va accélérer la numérisation, la publicité, la mise à disposition. Ça va avoir un autre effet, peut-être, quand même, c'est aussi de montrer que ces institutions patrimoniales participent au programme Mémoire du Monde, et que donc, quand elles sont sollicitées par d'autres institutions dans des pays moins avancés, on va dire, elles peuvent répondre, elles peuvent contribuer, conseiller, mettre leur expertise en partage, etc. Et ça, c'est aussi un objectif du programme Mémoire du Monde, que vient de renforcer considérablement une recommandation qui a été adoptée par la Conférence Générale pour la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire. On en reparlera peut-être. Ce devoir de coopération internationale, il vaut également et beaucoup pour les grandes institutions. Alors maintenant, dans les plus petites institutions, là, ça a un effet très visible. En France, par exemple, la bibliothèque humaniste de Célestat, c'est une collection remarquable, un témoignage remarquable de ce qu'était la bibliothèque d'un humaniste à la Renaissance. L'inscription au registre mondial de Mémoire du Monde a eu pour conséquence d'inciter la collectivité à construire un nouvel équipement où la conservation de ces documents du XVe et XVIe siècle va être beaucoup mieux assurée, où les visites du public vont pouvoir se faire dans de bien meilleures conditions, où une action pédagogique pourra être menée, etc., etc. Et même la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, c'est classé monument historique, c'est-à-dire que c'est protégé de tous les côtés. Bon. Mais le fait que ça a été inscrit, il se trouve que j'étais directeur régional des affaires culturelles de Normandie à l'époque, donc j'ai suivi ça de près. Le fait que ça a été inscrit a incité la ville et le ministère de la Culture à prendre des mesures supplémentaires de protection et de mise en valeur de ce document tout à fait unique et extraordinaire, puisque évidemment, le fait que ça soit inscrit, ça entraîne une fréquentation plus grande. Il y a du tourisme en plus, donc il faut augmenter la conservation et les mesures de sécurité. Alors, tout à l'heure, on évoquait la différence entre un programme et une convention. Le programme Mémoire du Monde est justement un programme. Est-ce qu'il y a un débat pour savoir si ça doit devenir une convention de l'UNESCO? Est-ce qu'il y aurait une opportunité? Est-ce que ça le devienne peut-être pour avoir une dimension plus contraignante sur les conditions, enfin les principaux critères que vous avez mentionnés, les critères d'expertise, de conservation et d'accessibilité, ou est-ce que pour l'instant il est mieux d'en rester là, d'en rester au registre du programme pour éviter l'inflation des conventions que connaît l'UNESCO? Vous le savez peut-être, est connu pour ses conventions dans le domaine de la culture, et qui dit convention dit conférence des parties, comité intergouvernemental, multiples réunions, et des effets aussi peut-être de réification ou non pas de ralentissement des procédures, mais une institutionnalisation qui n'a pas forcément la même souplesse que vous avez dans les comités d'experts au formalisme peut-être moins fort que, comme vous disiez tout à l'heure, que quand les États membres en tant que tels sont impliqués. Donc faut-il ou pas une convention selon vous? Je crois que pour le moment, non, parce qu'on peut faire beaucoup de choses comme ça. On va dire que nous avons parlé du registre, comme c'est le registre de la chose la plus importante du programme. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se... Le registre, ce n'est qu'un outil. La chose la plus importante, c'est la préservation et la sauvegarde du patrimoine documentaire.
c'est-à-dire peut-être vous n'avez pas d'inscription, vous n'avez pas de comité national, et quand même vous faites beaucoup pour la mémoire du monde parce que vos programmes de préservation, de conservation sont bien faits, vous préservez tout ce qui est nécessaire, et comme ça. C'est-à-dire, si je crains un peu que lorsqu'on a beaucoup de documents, on peut se perdre là et on peut oublier que la chose la plus importante, c'est notre activité, c'est notre travail dans les institutions, dans les pays membres. Je crains un peu, je suis toujours, mais c'est mon avis personnel, je suis toujours pour les activités moins formelles, pour le travail réel. C'est une question un peu compliquée parce que, incontestablement, le fait que ce soit un programme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'engage pas les États et est géré par des experts qui n'engagent qu'eux-mêmes, s'offre une grande souplesse. Et en même temps, ça a quand même l'inconvénient de ne pas pouvoir peser autant qu'il le faudrait parfois sur les pouvoirs publics pour qu'elles remplissent leurs devoirs en matière de conservation et d'accessibilité du patrimoine. Alors encore une fois, ça ne se pose pas tellement dans nos pays où il y a des politiques culturelles très développées, des institutions patrimoniales qui font leur travail. En revanche, quand on a voyagé, quand on a fait beaucoup de coopération, on sait que dans un certain nombre de pays, les responsables des archives, des bibliothèques aimeraient pouvoir s'appuyer sur quelque chose d'un peu contraignant pour dire à leur pouvoir public, bon alors, est-ce que vous me donnez les moyens de remplir la mission de conservation du patrimoine national? Bon. Donc, je trouve que la question est un petit peu compliquée et bien sûr, moi j'entends bien que une convention, c'est lourd, c'est très lourd peut-être, il ne faut peut-être pas en rajouter. Mais en revanche, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de la convergence des deux conventions patrimoniales et du programme Mémoire du Monde. Parce que, ne serait-ce que pour une raison de bon sens, quand on classe, quand on inscrit par exemple un monument au patrimoine mondial, il y a très souvent une documentation. Il y a les archives de l'architecte, il y a toutes les études qui ont été menées et qui sont sur des supports papier, des films, etc. Bon. Donc on va appliquer deux régimes différents à des biens patrimoniaux qui en fait sont totalement complémentaires et qui s'éclairent l'un l'autre. Voilà, je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir à une convergence des deux conventions et du programme Mémoire du Monde, sans créer une nouvelle usine à gaz? Alors, juste une toute autre question, mais qui est connexe avec les autres. Il existe un débat récurrent, en tout cas il a existé un débat récurrent sur les deux conventions patrimoniales justement de l'UNESCO, sur les questions d'équilibre nord-sud ou sur les biens inscrits, sites et monuments pour le patrimoine culturel en 472, avec une convention qui est celle sur le patrimoine culturel matériel qui avait, entre autres, certains diront, une vocation à jouer cette carte du rééquilibrage pour faire en sorte que ces registres soient, ces inscriptions ou ces listes d'inscriptions ne soient pas totalement déséquilibrées du côté de nord-nord. Est-ce qu'on a ce problème-là avec Mémoire du Monde, dans la mesure où justement on est sur du patrimoine écrit ou du patrimoine audiovisuel et que effectivement on peut estimer qu'une perspective occidentale
ou asiatique, sur l'imprimé par exemple, va dominer ou va concerner un certain nombre de pays plus que d'autres. Est-ce que la question se pose pour le programme Mémoire du Monde? C'est un problème, parce que quand je travaillais dans le sous-comité de technique, de technologie, nous avons discuté ça, surtout en ce qui concernait l'Afrique. On a voulu d'avoir les spécialistes de l'Afrique, mais on savait que pour certains documents, donc les spécialistes sont en Europe, en Amérique, aux pays développés de l'Asie. C'est un problème. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une convention qui forcerait les États membres, mais ce que nous manquerait, ce sont les gens, les spécialistes dans ces pays-là qui pourraient actionner, qui pourraient faire les choses. Peut-être la voie vers une situation meilleure, c'est détacher d'enseigner, de former, de faire quelque chose pour la formation. Parce que c'est vrai, l'Afrique, c'est le problème, parce qu'il y a très peu d'inscriptions là. Je crois que c'est ça le problème. Vous devez trouver la personne. Et je le sais de ma bibliothèque, quand on a fait la liste de ce qu'on devait faire. Là où nous avons trouvé une personne qui était intéressée, ça allait très bien. Au commencement, toujours c'est difficile parce que vous n'avez pas d'argent, vous devez faire une preuve que vous pouvez faire les choses. Seulement après ça, vous pouvez accéder aux finances, aux moyens financiers, aux projets, tout ça. Je crois que la voie c'est d'enseigner, c'est de former, c'est de faire quelque chose pour la connaissance meilleure là, dans ce pays. Si moi qui n'ai pas la chance d'Adolphe, parce que j'appartiens à un pays qui a un lourd passé colonial, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Plus sérieusement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Adolphe Knoll. La réponse est dans la coopération, dans la formation. On ne voit pas trop d'autres voies. Dernière question avant qu'on passe la parole pour d'autres questions. Il existe des registres régionaux et actuellement il y a du programme Mémoire du Monde et actuellement est débattu justement de l'opportunité de savoir s'il serait intéressant d'avoir un registre européen du programme Mémoire du Monde. Alors selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui mérite d'être porté et quel en serait l'intérêt? Nous sentons qu'il est nécessaire de faire quelque chose, d'avoir un registre ou un comité régional européen, mais nous ne savons pas précisément comment le faire. C'est le problème. Oui, enfin, cette question, évidemment, relève de la compétence de la délégation, des délégations permanentes. La délégation permanente française est ici représentée, elle relève de la compétence aussi de la Commission nationale, je pense, et en tout cas elle mérite d'être débattue. Mais je fais partie de ceux qui, depuis 2 ans, principalement avec nos collègues allemands et nos collègues polonais, ont travaillé pour mettre sur pied un projet effectivement de comité et de registre européen. Pourquoi il ne s'agit pas d'ajouter une couche supplémentaire, de créer une nouvelle bureaucratie. Ça, c'est évident qu'il faut éviter ça à tout prix. Mais en revanche, il nous semble qu'il y a de bonnes raisons pour envisager
cet échelon régional comme il existe en Asie et en Amérique latine et Caraïbes, c'est que d'une part, il y a des documents qui sont vraiment d'importance européenne et pas mondiale, c'est-à-dire des documents qui sont essentiels pour l'histoire et la mémoire de l'Europe, mais qui ne le sont pas forcément au niveau mondial. Et d'autre part, nous entendons aussi ce que disent certains petits pays, très petits pays, qui nous disent notre patrimoine n'est pas suffisant pour qu'on puisse jamais prétendre à inscrire un bien au registre mondial. En revanche, on a quelques documents qui intéressent la mémoire de l'Europe. Bon, au moins pour ces deux raisons-là, il nous semble que ce sera intéressant d'avancer vers la création d'un échelon régional européen. Et du côté justement Asie-Pacifique et Amérique latine, est-ce que ça donne des résultats probants d'avoir des registres régionaux à votre connaissance? Oui. Oui. Ça marche très bien. Surtout en... Oui, merci. Madame Tanetka, qui est donc responsable du programme. Oui, merci. Merci tout d'abord pour avoir organisé cette soirée très très intéressante. Et oui, la réponse est que les registres régionaux, ils sont vraiment, l'intérêt est très grand, surtout en Asie et en Amérique latine, pour les raisons que Gérard vient d'évoquer, qu'il y a vraiment des documents qui sont très très rares et uniques et avec une importance pas mondiale, mais du niveau régional. Et je profite pour rappeler que le programme Mémoire du Monde est vraiment implémenté, exécuté aux trois niveaux, national, régional et international. Et donc il faut vraiment faire des efforts et n'oublier que les trois niveaux vraiment sont complémentaires et assez importants. Juste un mot là-dessus, est-ce que ça n'implique pas de temps en temps des renoncements tragiques pour un porteur de dossier à qui vous devrez dire, ou un comité national ou régional devrait dire non, votre bien n'est pas d'importance mondiale, vous devez vous résoudre à une réalité plus régionale ou nationale. Est-ce que de temps en temps, justement, c'est pas une sorte de travail collectif un peu compliqué de se faire là-dessus? Mais c'est bon, c'est pas une question, c'est juste une remarque comme ça. Peut-être des questions dans le public ou des interventions pour M. Klein et M. Grimbert. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette riche information qu'on a reçue aujourd'hui. Moi, comme je suis de l'UNESCO, et bon, c'est vrai que j'ai appris récemment de l'existence de ce programme. Et vous avez évoqué le souci, en fait, le problème de faire connaître ce programme et à travers et comment. Est-ce que vous voyez que c'est à nous, à l'UNESCO, de le faire, ou aux partenaires, Commission nationale, au niveau national, comment est-ce que ça peut se développer? Et la deuxième question concerne la sauvegarde en fait, du patrimoine documentaire des pays post-conflit et notamment des pays où l'expertise n'existe pas. Est-ce que vous avez une base de données régionale qui existe? Je ne sais pas, je pose la question et à l'UNESCO et aux experts pour identifier, je ne sais pas, dans les montagnes du Caucase par exemple, voilà, est-ce que cette base de données est accessible et pour comment sensibiliser le monde pour connaître ce programme mondial? Merci. Bon, sur la première question, il me semble, enfin, d'abord je voudrais rappeler que le secrétariat du programme à l'UNESCO, c'est 2 personnes.
et qu'elles font un travail extraordinaire. Et je pense qu'elles font le maximum aujourd'hui pour faire connaître ce programme. Il y a un site sur lequel vous pouvez aller, qui est mis à jour, sur lequel on trouve beaucoup d'informations. Et c'est vraiment un des rôles importants de chaque comité national de faire connaître le programme dans son pays. Je veux dire que nous ne le faisons pas tout à fait assez pour ce qui est de la France. Hein. Ça ne s'est pas fait d'abord pendant des années. On a commencé il y a 2-3 ans par des réunions pour le monde de la culture, pour le monde enseignant, etc. Mais il faut qu'on fasse beaucoup plus. Le président Daniel Janicot de la Commission nationale française pour l'UNESCO et David Fajol, qui est le secrétaire général, sont d'accord, et on doit se voir prochainement pour examiner cette question. Mais c'est vraiment, je pense, dans l'état actuel des choses, et c'est un des soucis d'ailleurs, c'est que c'est la faiblesse des moyens accordés à ce programme, hein, disons-le franchement, par l'UNESCO. Donc dans l'état actuel des choses, on ne peut pas demander beaucoup plus au secrétariat du programme, et c'est vraiment à nous de le faire. Alors sur la deuxième question, je vais laisser Adolphe commencer. Je sais pas. Je sais qu'au passé, il y a eu un registre de publication concernant le patrimoine d'Angers. C'est une publication qui a été faite il y a 20 années, je crois, comme ça. Nous sommes toujours surpris, quelque chose peut se passer, quelque chose de négatif peut se passer. Quant à la première question, je crois qu'on a besoin du temps. Je vois dans mon pays que la connaissance approfondie, mais lentement, très lentement, c'est-à-dire ça doit être fait en collaboration avec l'UNESCO. C'est très important pour nous quand l'information sur le programme va à travers les ministères jusqu'à nous. C'est très important quand nos informations et les informations venant de l'UNESCO se rencontrent où il est nécessaire. C'est-à-dire, de ce point-ci, les inscriptions qui nous concernent sont très importantes parce que ça nous donne la visibilité pendant cette rencontre. Cela nous aide beaucoup de défier les programmes de conservation, de numérisation. Et je dois dire qu'à mon pays, la mémoire du monde a aidé de faire ça. Pas à travers les moyens financiers de l'UNESCO, mais le logo et notre participation au programme nous a donné beaucoup de chances de créer, ensemble avec le ministère de la Culture tchèque, les programmes nécessaires où les institutions peuvent participer avec le projet. Ça nous a donné, par exemple, dans le domaine de la numérisation, les normes, les standards de documents, de facto nationaux. Il n'y a pas comment on dit, il n'y a pas de label national, mais de facto, toutes les institutions tchèques se servent des mêmes standards. Au commencement, c'était la mémoire du monde de la première part, quand nous avons compris que ces choses sont si intéressantes et si importantes. Nous avons voulu faire quelque chose là. C'est-à-dire, les informations doivent se rencontrer où il est nécessaire, et c'est bien difficile. Je peux ajouter quelque chose? Juste pour répondre à votre question, je voudrais donner un exemple. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec nos deux experts qu'on ne fait pas suffisamment pour promouvoir
et faire connaître les programmes. On dit toujours qu'on manque de moyens, qui est vrai d'ailleurs. Mais l'exemple que je voudrais vous donner, et les dernières années, on s'est posé au secrétariat la question, pourquoi il n'y a pas, on a regardé le registre, et on fait le simple calculation que, par exemple, il n'y avait que 9 inscriptions qui venaient du pays arabes. Et on a vraiment conçu des ateliers régionaux pour les pays francophones et pour les pays anglophones, des pays arabes. On a invité les institutions concernées et on a fait la formation, comme vous avez suggéré, pas à pas, avec les experts là-bas, et tout de suite on a vu les résultats. Donc on a déjà fait quelques exemples. On a l'intention, bien sûr, à continuer dans la même direction et travailler très étroitement avec les commissions nationales pour l'UNESCO et bien sûr avec les comités nationaux où il existe et les comités régionaux. D'ailleurs, il y a un très bon exemple avec le comité d'Asie-Pacifique qui est très très actif et le pays et l'Amérique latine. Donc, les deux comités. Merci beaucoup, Vanessa. Je voulais juste ajouter que nous avons des universités aussi, à travers un autre programme, qui nous présentent les projets de création de chaire UNESCO et qui passent également aussi, voilà, qui font la promotion, en quelque sorte, de ce programme dans le cadre de... parce que c'est une des priorités aussi, hein. Comme vous savez, il y a des critères. Donc je veux dire que, est-ce qu'on peut aussi, de votre côté, sensibiliser les institutions d'enseignement supérieur? C'est bien sûr le futur, c'est la sauvegarde et c'est l'adhésion à l'UNESCO à double casquette. Voilà. Peut-être avant, il y a deux interventions. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais deux petites questions. Est-ce que le programme Mémoire du Monde bénéficie de mécénat, comme on peut entendre parler de la Fondation de Terre, des fondations Vuitton qui sont très actives au niveau de la culture, qui pourraient peut-être apporter des moyens, surtout financiers, et aussi une visibilité de ce programme? Et ma deuxième question, ça serait justement quel est le rôle du programme Mémoire du Monde envers le grand public. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau de la culture, beaucoup de personnes le connaissent. On parle de l'enseignement supérieur, mais je pense que le fait d'enseigner les plus jeunes, c'est aussi ce qui va permettre de faire encore plus notre avenir que des gens qui sont déjà avancés. Merci. Une autre intervention? Merci. Oui. Alors, on sait bien qu'à l'UNESCO, c'est un budget très serré, mais dans les pays, Tchéquie et en France, est-ce que ces activités, le comité national, etc., bon, il y a l'administration, est-ce que ça c'est l'autofinancement ou est-ce qu'il y a quand même un apport financier de la part de l'UNESCO vers ces pays? Comment ça se paye, ces activités? Il y a eu plusieurs questions. Sur la première question, ça tenait de l'éducation. Il y a une activité dans le cadre du comité consultatif international, c'est le sous-comité d'éducation qui a commencé à travailler l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a des chances pour ça. La deuxième question, c'était le financement des fondations. C'est possible dans certains cas, nous avons eu une expérience, nous avons fait deux projets pour lesquels
panel, nous avons reçu le logo de l'UNESCO, il était plus facile alors de recevoir le logo. C'était le catalogue avec les images numérisées des manuscrits arabes dans notre bibliothèque et notre projet, le catalogue avec des images numérisées des manuscrits de sang. Nous avons fait tout ça avec les moyens financiers que nous avons reçus d'une banque tchèque. Nous avons perçu de la banque qu'il est bien de le faire. Bien sûr, la banque voulait de nous une belle publication et nous avons voulu le catalogue. C'est-à-dire nous avons fait beaucoup en plus qu'il était besoin pour nous, mais cela est possible. Mais je crois qu'on ne peut pas baser les activités qui doivent se passer chaque jour sur cette sorte de financement. On doit vraiment persuader le ministère qui est responsable, c'est le ministère de Culture chez nous, et ça est un succès. Cela est un succès. Notre activité dans le commencement du programme nous a aidé de persuader le ministère et nous avons commencé avec les programmes de recherche orientés vers la conservation et l'innovation. Depuis, on a dit bien, nous avons les produits, mais on avait besoin de la production de données, des activités de conservation. On a fermé un deuxième programme qui était dédié à ces activités-ci, avec 9 sous-programmes. Ce programme est actif jusqu'à nos jours et il a donné la possibilité à dizaines de bibliothèques et des organisations culturelles de participer. La troisième question, le public, je n'ai pas saisi, mais je crois que le problème des bibliothèques, c'est que nos collections sont cachées. Les documents sont cachés, tandis que les monuments sont là. On peut faire quelque chose avec l'humanisation, avec la bibliothèque numérique, mais ce n'est pas la même chose. Et le comité national, il y a une honte, la République tchèque n'a pas de comité national parce qu'on a certains problèmes. Bien sûr, comme volontaire, par exemple, la Bibliothèque nationale pourrait commencer à agir dans ce cas. Mais si nous le faisons, nous aurons des problèmes avec d'autres institutions, avec d'autres ministères. C'est-à-dire, maintenant, il y a un processus que le ministère de Culture veut aider et ajouter la question de la Commission nationale dans la loi des bibliothèques, de donner la fonction de l'office pour le comité national à la bibliothèque nationale, mais le comité national doit être dans un niveau plus élevé dans notre institution. C'est le problème dans mon pays. C'est pourquoi nous n'avons pas de comité national. C'est le problème de financement. Parce que si cette chose-ci est introduite dans la loi, on peut avoir la chance d'être financé. Et sans ça, normalement, la Bibliothèque nationale reçoit des tâches nouvelles sans recevoir la finance. Nous voulons éviter ça.
Mais comme j'ai dit, nous avons fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas de problème, de grands problèmes avec la conservation, la numérisation. C'est-à-dire la chose la plus importante d'action. Merci. En ce qui concerne la France, la réponse est très simple. Pour l'instant, il n'y a pas de mécénat sur ce programme. Je ne désespère pas d'ailleurs qu'on en trouve, mais très honnêtement, on n'a pas encore cherché. Donc, mais il faut qu'on s'y mette. Mais bon, le programme prend de l'importance, il y a des nouvelles inscriptions, etc. Donc il y a un contexte qui permet effectivement d'espérer de trouver du mécénat. Et pour ce qui concerne le financement, non, l'UNESCO ne finance pas les comités nationaux, c'est la Commission nationale française pour l'UNESCO, à travers les financements qu'elle reçoit, notamment du ministère de la Culture, pour ce qui concerne ce programme, qui peut soutenir les actions que l'on mène. Et puis sinon, c'est le rôle des grandes institutions patrimoniales qui doivent intégrer ça effectivement dans leur action, dans leur programme d'action, la Bibliothèque nationale, les archives, etc. Pour ça, il faut qu'on fasse un travail de conviction à ce sujet. En ce qui concerne la sensibilisation du grand public, je suis bien d'accord avec vous, et quand je parlais de la journée d'information que nous avions organisée pour le monde enseignant, ça visait en fait des élèves du primaire et du collège, parce que c'est là la cible, et il faut arriver à introduire dans les programmes une sensibilisation au patrimoine qui intègre notamment, qui puisse s'appuyer sur ce programme Mémoire du Monde, parce que la matière est riche. On a de quoi intéresser les enfants et les jeunes à travers le registre, à travers tout cela. Et nous essayons de le faire avec les services pédagogiques des institutions, la Bibliothèque nationale, les archives, l'INA, etc. Parce que, l'INA, non, moins, parce qu'il ne touche pas directement le grand public de la même façon, mais la Bibliothèque nationale voit défiler beaucoup de public. Donc on essaye de mettre en relation les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et ces services pédagogiques des institutions, en leur demandant à chaque fois de s'appuyer sur les exemples qu'ils peuvent trouver dans Mémoire du Monde. Bien, on va terminer parce qu'on doit, j'allais dire, libérer la salle, même si c'est pas mal notre nom, engagement, un petit peu moins. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux pour cette discussion. J'en profite juste pour vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui voudraient venir au débat suivant, et donc je le fais au nom du directeur du Socotchek et de la commission, que ce débat portera sur patrimoine matériel et immatériel, ainsi que deux grands pans entiers de l'activité de l'UNESCO sur les questions patrimoniales, qui se tiendra ici même le 22 mars. Voilà, je vous remercie.